Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. L'eau, la terre, le feu et l'air. Tels sont les noms des 4 éléments qui régissent le monde dans lequel se déroule cette histoire. Un monde où il est possible de contrôler ces éléments, de les maîtriser, et dans lequel il n'existe qu'un seul être capable de les contrôler tous les 4 en même temps. Un seul être reliant le monde des vivants à celui des esprits et chargé de maintenir l'équilibre de toute cette pagaille. Un seul être que l'on connaît sous le nom d'Avatar. Et ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, parce que je suis vraiment un ultra fan de Avatar le dernier maître de l'air. C'est une série que je me refais vraiment très souvent, au moins une fois par an je crois, et vraiment je m'en lasse pas quoi, c'est vraiment le meilleur dessin animé du monde. Même sa suite, la légende de Korra, bon même si elle est un peu moins bonne à mon sens, et bah elle fait quand même partie de mes dessins animés préférés, et quand je me fais un marathon Avatar le dernier maître de l'air, en général je finis toujours par enchaîner avec Korra. Tellement j'adore cet univers et tellement j'ai pas envie d'en ressortir quoi. Pour vous dire, j'adore tellement cette série que j'ai failli remplacer le tableau de papy par un poster de Avatar le dernier maître de l'air. Si jamais tu oses faire ça, je te dirai jamais où j'ai caché la plus grosse partie de ma fortune. Mais il s'est montré assez convaincant finalement, hein. Il avait de très bons arguments qui ont fait que je l'ai pas fait. Et puis surtout je me suis rappelé que j'adore vraiment beaucoup le tableau de papy, hein. Regardez comme il a firalure là, il est beau hein. C'est très aimable de ta part, mais sache que la flatterie n'y changera rien, espèce de petit lèche-botte. J'ai même acheté toutes les BD qui racontent ce qui s'est passé entre les deux séries. Et est-ce qu'elles sont bien? Oui, elles sont carrément trop bien, je les aime d'amour, on apprend plein de trucs. C'est super cohérent et surtout, c'est canon. C'est pas des fanfictions, ça fait vraiment partie de la chronologie de la série. Bref, Avatar pour moi c'est loin d'être un simple dessin animé. C'est un univers absolument fascinant et d'une richesse hallucinante, qui raconte une histoire absolument passionnante et qui possède encore aujourd'hui une très grosse communauté de fans. Des fans qui se montrent souvent d'ailleurs très actifs sur internet et qui ont pondu par conséquent tout un tas de théories. Bon, même si parfois elles sont pas terribles, hein, je vais pas vous mentir qu'il n'y a pas que des trésors cachés non plus, il y a aussi un peu de merde. Non, parce que la théorie qui nous dit que tout ceci se passe dans un monde post-apocalyptique, bah elle commence à me fatiguer un peu, hein. On nous la ressort vraiment à toutes les sauces et elle est valable pour absolument tous les univers si tu écoutes les gens. Et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est pas celle qui m'enthousiasme le plus. Celles dont j'ai envie de vous parler en l'occurrence, ce sont celles que j'ai vraiment trouvées excellentes et ultra originales. Parce que des théories sur Avatar, il y en a aussi des très bonnes, voire même des excellentes pour certaines. Et bien évidemment, bah c'est de celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Bah oui, bien sûr. En tout cas, je vais vous en parler de 4 d'entre elles, parce qu'il y en a vraiment un paquet énorme, hein. On a carrément de quoi se refaire une deuxième vidéo si jamais ça vous branche. Et je vous garantis qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais Aang et ses amis de la même façon. Alors si vous êtes prêts, eh bien dans ce cas, on ne va pas perdre une minute de plus, on va se lancer tout de suite parce qu'on a pas mal de choses à voir. On y va, c'est parti, let's go! Théorie 1, le bleu des flammes d'Azula. C'est au début de la saison 2 que nous faisons la connaissance du personnage d'Azula, car comme à la fin de la saison 1, Zhao a été vaincu, et que dans cette saison 2, Zuko est censé entamer sa remise en question en vue de préparer son arc de rédemption, et bah il fallait introduire un nouveau méchant, une nouvelle menace dans l'histoire. Une menace qui se présente alors sous la forme d'une jeune fille extrêmement forte et extrêmement dangereuse, une menace qui n'est nulle autre que la fille du Seigneur du Feu, le grand méchant de la série, et donc la propre sœur de Zuko, une menace qui s'appelle Azula. Et bon sang, qu'est-ce que j'adore ce personnage. C'est clairement l'un des personnages les plus marquants de toute la série. Parce que là où Zhao représentait un peu le général militaire qui n'aspire à rien d'autre qu'à sa propre gloire, Azula, elle, est une jeune fille impulsive, capricieuse et surtout complètement psychopathe qui ne recule devant rien. Et c'est d'ailleurs l'une des premières choses qu'on apprend sur elle quand on la voit la première fois, c'est qu'elle fait peur à absolument tout le monde. Que ce soit ses ennemis, ses hommes, même jusqu'à ses propres amis d'enfance les plus proches, clairement personne ne fait le malin devant Azula. Mais surtout, ce qui la rend aussi spéciale, c'est principalement qu'elle possède une capacité qu'elle est la seule de toute la série à posséder. Azula est le seul personnage de toute la série à pouvoir faire des flammes bleues. Et forcément, la question qui se pose automatiquement, et bah c'est pourquoi? Bah c'est pas juste pour montrer qu'elle est plus puissante que les autres? C'est vrai que c'est ce qu'on pourrait se dire au premier abord, sauf qu'encore une fois, je le répète, elle est la seule à pouvoir faire ça. Aucun autre personnage, que ce soit dans la légende de Korra ou dans Avatar le dernier maître de l'air, n'est capable de faire des flammes bleues à part elle. Que ce soit son oncle Hiro, qui est réputé pour être super balèze, son propre père, le Seigneur du Feu, hein, rien que ça, lui non plus n'est pas capable de faire des flammes bleues, et ce, même quand tous ses pouvoirs sont décuplés grâce au passage de la comète. Si c'était juste une question de puissance, je pense même que le passage de la comète aurait dû permettre à tous les maîtres du feu de faire des flammes bleues. Mais non, Azula reste le seul personnage de l'histoire à pouvoir le faire. Même
Aang, l'avatar en personne, l'être suprême de ce monde d'une certaine manière, ne fait pas de flamme bleue, même quand il est dans l'état d'avatar et qu'il bénéficie de l'expérience de tous les avatars qui l'ont précédé. Aang, en état d'avatar, il est littéralement l'être le plus puissant du monde. Et même quand il est dans l'état d'avatar, il ne fait pas de flamme bleue, il fait des flammes oranges comme tout le monde. Donc non papy, ce n'est pas une question de puissance. Si Azula est capable de faire des flammes bleues, ce n'est pas parce qu'elle est plus puissante que les autres. Et pourquoi ce serait pas simplement pour montrer que c'est une méchante? Bah non, parce que si c'était ça, elle serait encore une fois pas la seule à pouvoir le faire. Les autres méchants de la série aussi devraient faire des flammes bleues. Mais comme je viens de le dire au moins 10 fois, Azula est la seule. Eh ben alors j'ai plus d'idées, je sèche complètement. Et c'est bien pour ça que je suis là pour vous expliquer pourquoi. Et d'après notre première théorie, si Azula est capable de faire des flammes bleues, ce serait avant tout à cause de son état psychologique, et plus précisément à cause de son perfectionnisme. Vous allez voir, vous allez comprendre. Dans un épisode de la saison 3, intitulé La plage, on en apprend un peu plus sur le passé d'Azula. Alors que ses amis se confient sur les difficultés qu'elles ont rencontrées quand elles étaient petites et des répercussions que leur enfance a eues sur leur vie d'adulte, voici ce que Azula leur répond. Je n'ai pas d'histoire larmoyante à raconter comme vous. Je pourrais m'asseoir et me plaindre que notre mère préférait Zuko à moi, mais je m'en fiche royalement. Sauf que clairement, contrairement à ce qu'elle dit à ce moment-là, elle ne s'en fiche pas du tout. À ce moment-là, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est donner le change devant ses amis et leur faire croire qu'en fait elle est super balèze et qu'il y a rien qui l'atteint. Mais par contre, si on l'écoute attentivement, et en particulier la phrase qui vient juste après, voici ce qu'elle dit quand elle parle vraiment avec son cœur et qu'elle se laisse un petit peu aller. Ma propre mère pensait que j'étais un monstre cruel. Et d'ailleurs, si vous lisez cette BD qui s'appelle La Recherche, que je vous conseille largement de lire parce qu'elle est vraiment excellente, vous vous rendrez encore plus compte qu'elle est à 10 000 km de s'en moquer. Azula est un personnage qui a souffert pendant toute son enfance de ne pas être aimé par sa mère. Malgré tous les efforts qu'elle a toujours tenté de fournir, la mère d'Azula ne l'a jamais comprise. Azula n'a jamais eu l'impression d'être une fille pour sa mère. Elle ne sait quasiment même pas ce que c'est que d'avoir une mère. Et quand cette dernière est partie, laissant derrière elle ses 2 enfants, Zuko, lui, a pu bénéficier du soutien de son oncle Hiro, qui est devenu quasiment comme un père pour lui. Mais en ce qui concerne Azula, il ne restait plus qu'une seule personne dont elle pouvait espérer recevoir l'amour. Et malheureusement pour elle, cette personne, c'est son propre père, le Seigneur du Feu, Ozai. Le grand méchant de la série, mais surtout un homme qui n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, un bon père. Parce que pour rappel, si Zuko il a la moitié de la tronche cramée, c'est parce que son père lui a cramé. Je trouve que c'est un peu limite comme manière d'éduquer ses gamins. Et ce, juste avant de le bannir du royaume, et s'il revient, il se fait buter. Moi, depuis que j'ai vu Avatar, je relativise vachement plus sur mes parents qui me confisquaient ma Game Boy quand je jouais tard le soir. Et comment faire pour obtenir les faveurs d'un tel père quand on s'appelle Azula, quand on a un père qui n'est obsédé que par une chose, c'est son règne et sa guerre, on fait tout pour devenir la guerrière la plus parfaite et la plus redoutable qui soit. Et à partir de là, bah c'est un cercle vicieux, parce que d'un côté, elle essaye de devenir la guerrière la plus parfaite possible pour obtenir l'amour de son père, mais son père, malgré le fait qu'il apprécie les efforts d'Azula et malgré le fait qu'il aime avoir un guerrier aussi puissant qu'elle, ne lui donne pas d'amour. Du coup, comme elle n'a toujours pas d'amour, mais qu'elle a quand même un petit peu une forme de reconnaissance, elle continue d'essayer d'être la guerrière la plus parfaite qui soit, etc., etc., et ça recommence ainsi depuis le début. Et ça continue comme ça, encore et encore, éternellement. Et ça va pousser Azula à devenir extrêmement perfectionniste, ça va la pousser à devenir vraiment parfaite à tous les niveaux. Et si vous voulez me demander à quel point Azula est perfectionniste, bah dites-vous simplement que c'est une nana qui, alors qu'elle venait de tout faire parfaitement dans son entraînement, a littéralement pété un câble parce qu'elle avait une mèche de travers. Oui d'accord, mais c'est quoi le rapport avec les flammes bleues? Je comprends pas. J'y viens, et pour comprendre ça, il faut s'intéresser à l'une de mes disciplines préférées, la science. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question, c'est quoi une flamme? Qu'est-ce que c'est que cette petite lueur qui apparaît au-dessus d'une bougie par exemple quand on l'allume? De quoi est-elle composée? Qu'est-ce que c'est? Eh bien je vais vous le dire. Pour faire simple, une flamme c'est simplement des particules de carbone qui émettent de la lumière sous l'effet de la chaleur. C'est un phénomène qu'on appelle le rayonnement du corps noir en physique et qui est régi par une loi mathématique qu'on connaît sous le nom de loi de Wien. Et ce que nous dit cette loi, c'est que la couleur d'une lumière émise par un corps dépend de sa température. Si on commence à le chauffer, il commencera d'abord par émettre une lumière de couleur rouge, ça c'est ce qu'on observe quand on fait chauffer du métal par exemple, puis si on augmente encore la température, la lumière passera alors ensuite par le jaune, puis le blanc, et enfin si on chauffe vraiment beaucoup, on finira par obtenir de la lumière bleue. Les étoiles les plus chaudes dans le ciel sont d'ailleurs des étoiles bleues. Et dans une flamme, les particules de carbone dont je vous parlais tout à l'heure qui sont émises par la combustion ne font pas exception à la règle. Si quand je brûle quelque chose, il y a une flamme, il y a une lumière qui est émise, c'est parce que les particules de carbone qui sont produites par la combustion émettent un rayonnement qui obéit à la loi de Wien. Et si vous avez bien compris tout ce que je viens de dire, ça veut dire a priori que si Azula fait des flammes bleues, c'est parce qu'elle produit tout simplement des flammes plus chaudes que les autres.
Et si elle est capable de produire de telles flammes, c'est à cause de son perfectionnisme. Parce qu'elle veut attirer l'amour de son père en étant la plus parfaite possible dans tous les aspects de sa vie. Parce qu'elle a toute sa vie cherché à être la plus parfaite possible. Parce qu'elle veut atteindre le maximum dans tout ce qu'elle fait pour être la plus parfaite possible aux yeux de son père. Et elle cherche à atteindre le maximum, même jusque dans la température de ses flammes. Donc en réalité, si les flammes d'Azula sont bleues, c'est parce que c'est un personnage torturé. C'est parce que c'est un personnage qui a voulu être parfaite dans le but d'attirer l'amour de la personne la plus proche d'elle. C'est parce qu'elle a cherché toute sa vie en vain à être aimée de son père. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette première théorie? Est-ce que vous auriez imaginé que dans ce simple choix de la couleur des flammes d'Azula, il pouvait y avoir un sens aussi profond que celui-là? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires, et pendant que vous faites ça, moi, j'attaque la deuxième théorie. Théorie numéro 2, l'avatar et la maîtrise du sang. Au cours de leurs aventures, Aang et sa bande ont fait de très nombreuses rencontres qui leur ont permis de progresser dans la maîtrise des éléments, et parmi ces personnes, on peut trouver une vieille femme vivant au milieu de la Nation du Feu du nom de Ama, qui s'avère être, contre toute attente, un autre maître de l'eau du pôle sud, alors qu'on pensait que Katara était la dernière de cette tribu. Donc super nouvelle a priori, sauf qu'en réalité non, parce qu'il y a quelque chose qui va venir troubler ce beau ciel bleu, et au cours d'un épisode qui est pour moi l'un des plus glauques et des plus dérangeants de toute la série, on apprend que Ama a fait une terrible découverte. Parce qu'elle a compris que le corps des êtres vivants était principalement composé d'eau. Et par conséquent, en tant que maître de l'eau, elle s'est dit, pourquoi je pourrais pas du coup contrôler cette eau-là qui est dans le corps des gens? Et quand elle a essayé, elle a réussi à contrôler les gens à distance comme des petites marionnettes grâce à la maîtrise de l'eau. Et c'est ainsi qu'elle a inventé la maîtrise du sang. Une maîtrise qui deviendra par ailleurs illégale dans la suite de la série, la légende de Korra. Oh là là, mais décidément c'est toujours la même chose, hein. À chaque fois qu'on a un truc un peu marrant à faire, ça devient toujours illégal. J'aimais bien, moi, de mon temps, écarteler les traîtres et décapiter mes ennemis. Comment crois-tu que je suis devenu le général que je suis? Aussi badass que ça. Et dans la série, on nous la présente comme étant celle qui a plus ou moins inventé cette technique et celle qui est la première à avoir réussi à le faire. Sauf que d'après cette théorie, non seulement ce ne serait pas du tout le cas, d'autres personnes auraient été des maîtres du sang et ce bien avant elle, mais surtout parmi ces maîtres du sang, il y aurait eu l'une des vies antérieures de Aang, il y aurait eu l'une des incarnations de l'Avatar. Et cette théorie, nous la devons à Tarlok, l'un des maîtres du sang qui fait justement son apparition dans la légende de Korra. Dans un flashback de la légende de Korra, nous pouvons voir à un moment donné que le père de Tarlok a affronté Aang, et qu'il a utilisé contre lui sa maîtrise du sang pour le contrôler. Une technique qui se montrera très efficace contre l'Avatar, puisque ce dernier ne parviendra à s'en libérer qu'en ayant recours à l'état d'Avatar. Or, l'état d'Avatar, c'est un état dans lequel Aang possède une puissance particulièrement redoutable, puisque quand il y est, il bénéficie de toutes les connaissances et de toutes les compétences de tous ceux qui ont été l'Avatar avant lui. Et retenez bien ce que je viens de dire, quand Aang est dans l'état d'Avatar, il bénéficie de toutes les compétences et de toutes les connaissances des précédents avatars, et quand il est dans cet état, il parvient à résister à la maîtrise du sang. Et si on regarde un petit peu les autres affrontements qui ont impliqué la maîtrise du sang, qui d'autre a réussi à contrecarrer cette technique? Qui d'autre a réussi à y résister? Il n'y a que deux personnes. Il y a Katara quand elle a combattu Ama, et quand elle a commencé à comprendre comment fonctionne la maîtrise du sang, et qu'elle s'est mise à l'utiliser elle-même contre son adversaire. Donc en gros, Katara quand elle est devenue un maître du sang. Et en deuxième, il y a aussi Amon, le grand méchant de la saison 1 de la légende de Korra, qui est parvenu à résister à la maîtrise du sang de Tarlok, et qui s'est avéré lui aussi être un maître du sang. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir? D'après ce qu'on peut voir, tout semble indiquer que le seul moyen de pouvoir résister à la maîtrise du sang, c'est d'être soi-même un maître du sang. Donc si Aang est parvenu à résister à la maîtrise du sang du père de Tarlok, alors ça veut dire que dans ses vies antérieures, il y a eu un maître du sang. En tout cas, au moins un, mais pourquoi pas plusieurs? Et qui avait visiblement une maîtrise du sang vraiment particulièrement puissante, puisque dans l'état d'Avatar, il résiste vraiment sans problème à la maîtrise du père de Tarlok. Là, c'est vraiment... il peut rien faire, le gars en face. Ama n'a donc rien inventé, et non seulement elle n'est pas le premier maître du sang, mais en plus, il semblerait bien que l'Avatar lui-même a au moins une fois dans ses vies été un maître du sang. Et du coup, personnellement, je trouve ça super intéressant parce que ça soulève une question que je trouve vraiment particulièrement intéressante et qui mériterait presque une vidéo à part entière. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un Avatar qui a été méchant, du coup? Franchement, vous trouvez pas que ça mériterait d'être creusé, ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On verra peut-être ça une prochaine fois. En attendant, on va passer à la troisième théorie de cette vidéo. Théorie numéro 3, Katara aurait dû être l'Avatar.
Et en ce qui concerne cette théorie, c'est principalement lié à la chronologie de l'histoire. Parce que souvenez-vous, l'histoire commence avec la découverte de Aang dans un iceberg, qui, par le froid, l'a maintenu en vie durant une centaine d'années. Mais on est bien d'accord que s'il n'avait pas été conservé comme ça dans la glace, eh ben il devrait être mort depuis un sacré bout de temps, Aang. Ce qui veut dire qu'à l'époque où se déroule la série, s'il n'y avait pas eu ces 100 ans de stand-by quelque part dans le cycle de l'Avatar, on aurait dû avoir un nouvel Avatar. Et d'après cette théorie, cet Avatar aurait dû être Katara. Oui, d'accord, mais pourquoi est-ce que ce serait Katara forcément et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il se trouve que le cycle de l'Avatar respecte un ordre très strict et qu'à chaque fois qu'un nouvel Avatar vient au monde, il naît forcément parmi les membres de la nation suivante. Et cet ordre, c'est Terre, Feu, Air, puis Eau. Donc étant donné que Aang était un nomade de l'air, et qu'avant lui on avait eu Kyoshi du royaume de la terre et puis Roku de la nation du feu, logiquement la prochaine incarnation de l'avatar était censée apparaître dans une des tribus de l'eau. C'est d'ailleurs bien pour ça que Korra, l'avatar après Aang, vient du pôle sud et était un maître de l'eau avant tout. Mais si ça a été Korra, il faut aussi garder à l'esprit que c'est parce qu'il y a eu ce stand-by de 100 ans. C'est uniquement parce que le cycle de l'avatar a été mis en pause pendant une centaine d'années. Et normalement, ce nouvel avatar maître de l'eau, il aurait dû apparaître et venir au monde des dizaines d'années plus tôt, juste après la mort de Aang, qui lui aussi aurait dû mourir des dizaines d'années plus tôt s'il n'y avait pas eu le glaçon là. Or il se trouve que le seul personnage qui a l'âge qu'il faut, qui a la maîtrise de l'eau qu'il faut, et qui se trouve en plus être un maître de l'eau particulièrement puissant par rapport aux autres maîtres de son âge, eh bien c'est Katara. D'où le fait que cette théorie affirme que Katara aurait dû être le prochain avatar. Ce qui fait par conséquent que Korra n'aurait jamais dû être l'avatar, puisque après ça aurait été ensuite un maître de la terre. Et au final, ça expliquerait même pourquoi Korra est capable de maîtriser 3 des 4 éléments aussi jeune et aussi facilement. Et qui plus est, sans aucune formation d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, il y a littéralement eu un bug dans le cycle de l'avatar. Et normalement, ça n'aurait jamais dû être elle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien cette théorie. Et sur ces bonnes paroles, on va maintenant passer à la dernière théorie de la vidéo. Et croyez-moi, quand je vais vous dire que j'ai gardé la meilleure pour la fin. Théorie numéro 4, Ty Lee est une nomade de l'air. Cette théorie, je la trouve vraiment super cool. Parce que c'est vrai qu'il y a clairement de quoi se poser la question, ne serait-ce que par son physique. Si vous ne vous souvenez pas de Ty Lee, c'est l'un des personnages qui fait office d'ami pour Azula. Une amie qui ne possède aucune maîtrise, mais qui est capable de se battre en concentrant des coups sur les points de passage du chi afin de bloquer la maîtrise de ses adversaires. Un personnage que tout le monde a adoré d'ailleurs, et moi le premier, parce qu'elle est vraiment très cool et vraiment très rigolote. Et sérieusement, regardez-la bien. Vous ne trouvez pas que rien que ses traits de visage, si on lui enlève ses cheveux et qu'on lui met une flèche bleue sur le front, c'est Aang tout craché? Oui, c'est bien, et du coup, d'après toi, ça suffit à dire que c'est une nomade de l'air, hein. Ah, parce qu'à ce tarif-là, on peut l'appliquer pour tout, hein, parce que toi, par exemple, tu as une tête de con, et pourtant... Ah bah si, pardon, t'as raison, ça marche. Ah mais j'ai jamais dit que c'était suffisant, hein. Par contre, ce que je dis, c'est que c'est un bon point de départ. Parce qu'en dehors du fait que Ty Lee ressemble beaucoup, mais alors vraiment beaucoup à Aang, il se trouve qu'elle possède aussi de nombreuses particularités physiques qui font qu'au minimum, elle ne vient pas de la Nation du Feu. Déjà, elle a les cheveux bruns, alors que absolument tous les autres membres de la Nation du Feu ont les cheveux noirs. Et alors, je suis pas expert en génétique, hein, mais j'ai tendance à penser que si c'est le cas d'absolument tout le monde sauf elle, c'est que ça doit pas être pour rien. Ensuite, quand on la rencontre pour la première fois, on apprend qu'elle fait partie d'un cirque itinérant, ce qui fait qu'elle a préféré adopter un style de vie plutôt nomade, un style de vie avec lequel elle semble d'ailleurs particulièrement à l'aise, hein, comme les nomades de l'air par exemple. Et autre détail qui a son importance, tous les habitants de la Nation du Feu ont les yeux plutôt rouges ou orange, à la limite jaune, mais Ty Lee, elle a les yeux gris. Exactement, encore une fois, comme Aang. Et d'ailleurs, la couleur des yeux indique souvent aussi la maîtrise qu'il y a derrière une personne. Les maîtres de la Terre ont plutôt tendance à avoir les yeux verts, les maîtres de l'eau ont les yeux bleus, et les maîtres du feu ont les yeux rouges-jaunes. En général, c'est à peu près tout le temps comme ça. D'accord, je vois. Visiblement, effectivement, il semblerait bien qu'elle ne vienne pas de la Nation du Feu, là-dessus je veux bien le croire. Mais par contre, je regrette, il n'y a aucune chance que ce soit une nomade de l'air. Ah tiens, et pourquoi ça, papy? Mais enfin, espèce de bourrique, mais parce que c'est écrit dans le titre, Avatar, le dernier maître de l'air. C'est tout le principe de l'histoire que Aang ce soit le dernier représentant de son peuple. C'est parce que tous les autres ont été tués par les maîtres du feu. Ouais, je sais, mais sauf que moi j'y crois pas une seconde. J'y crois pas, mais qu'est-ce qu'il comprend pas dans le sens du mot dernier? Mais si, papy, je sais ce que ça veut dire, mais encore une fois, je n'y crois absolument pas. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, contrairement aux autres peuples qui existent dans cet univers, les nomades de l'air ne sont pas basés sur un seul et même continent. Ils sont littéralement aux 4 coins du monde, puisqu'on a 4 temples de l'air qui sont chacun à un des 4 points cardinaux. Donc déjà, ça veut dire que pour être sûr
sûr de faire disparaître tous les maîtres de l'air, il faut attaquer chacun de ces 4 temples qui se trouvent aux 4 coins du monde en même temps, tout en faisant en sorte, bien évidemment, qu'aucun de ces individus capables de s'envoler ne puisse s'échapper. Déjà, c'est pas évident. Mais bon, admettons, ils y arrivent, ils défoncent les 4 temples de l'air, bim bam boum, c'est bon, il y en a plus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on en déduit qu'on les a tous eus? Est-ce qu'on en déduit qu'il n'y a plus aucun maître de l'air sur Terre, c'est bon? Eh ben non, parce qu'il se trouve que les nomades de l'air sont... des nomades. Donc forcément, ils sont jamais fixés à un endroit bien défini. Ils sont surtout constamment en train de voyager aux 4 coins du monde. La preuve, même Aang, du haut de ses 12 ans, on sait qu'il a passé presque toute sa vie à arpenter le monde, puisqu'il a des amis absolument partout, il connaît plein d'endroits comme l'île de Kyoshi, Omashu, il a visiblement déjà visité le pôle sud puisqu'il sait ce que sont des manchots, et visiblement il s'est déjà amusé à faire de la luge dessus, puisqu'il sait très bien le faire. Il a même été suffisamment longtemps présent dans la Nation du Feu pour connaître leurs anciennes coutumes et leurs anciennes façons de parler. Il a été suffisamment longtemps présent en Nation du Feu pour carrément maîtriser leurs pas de danse. Donc je suis désolé, mais les nomades de l'air ne sont jamais longtemps dans leur temple. Ce ne sont que des points de passage pour eux. Donc même si la Nation du Feu avait réussi à attaquer les 4 temples en même temps et avait tué tous ceux qui vivaient à l'intérieur, il y a de très grandes chances que 90% des maîtres de l'air ne s'y trouvaient tout simplement pas à ce moment-là. Non mais Dio, tu spécules là, t'as aucune preuve de ce que tu racontes. Ah oui, vraiment. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que dans cette bande dessinée, dont le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse, qui raconte une scène coupée de la saison 1, l'amiral Zhao explique qu'ils élaboraient des pièges pour attraper les nomades de l'air survivants qui voyageaient encore à travers le monde, hein? C'est littéralement dit noir sur blanc sur cette planche de BD. Il le dit qu'il y avait des survivants et qu'ils les traquaient et qu'ils tendaient même des pièges pour essayer de les avoir. Tu veux bien encore me dire du coup que j'avais aucune preuve, s'il te plaît? Non, c'est bon, continue. Bon, et tu veux bien suivre le texte aussi parce que je t'ai écrit une réplique? Oh! Mais en quoi cela prouve-t-il, mon cher petit-fils, que Ty Lee est un nomade de l'air? Excellente question, papy. Ouais, merci, ouais. Alors je suis d'accord, ce que je viens de dire, ça ne prouve pas directement que Ty Lee était effectivement un nomade de l'air. Mais n'empêche que par contre, ce que ça prouve, c'est qu'il y avait bel et bien des survivants parmi les maîtres de l'air. Et si on s'appuie sur ce fait, ainsi que sur tout ce qu'on vient de dire depuis le début, sur toutes les ressemblances qu'il y a entre Aang et Ty Lee, ainsi que son attirance très prononcée pour un style de vie nomade, étant donné qu'elle était dans un cirque, on peut sérieusement commencer à se dire que Ty Lee était au moins une descendante de la Nation de l'air. Eh ben on est content pour elle. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Quelle est votre théorie préférée? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'une d'entre elles en particulier ou alors avec aucune? C'est à vous de me le dire dans la section commentaires, alors n'hésitez pas, c'est juste là, vous n'avez plus qu'à taper ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, c'est là, c'est dispo, après c'est à vous de voir. Si jamais vous avez d'autres théories sur Avatar, n'hésitez pas à me les dire aussi dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'en découvrir des nouvelles personnellement. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous en mets aussi 2 autres juste ici, n'hésitez pas à cliquer, c'est gratuit et en plus c'est super bien. Et si vous ne voulez louper aucune des prochaines vidéos que je sortirai, bien dans ce cas je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de bisous, à la prochaine, c'était Xio et ciao.